messieurs, bienvenue dans Portrait d'écrivain africain, la nouvelle émission de la chaire des littératures et des arts africains de l'Académie du Royaume du Maroc. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui une grande dame des lettres malgaches, Michèle Rakotesson, bienvenue. Merci, bienvenue et merci de m'avoir invitée. Vous êtes romancière, vous êtes journaliste, vous êtes dramaturge. Vous êtes née à Tananarive en 1984. 1948. 1948, pardon. Et à l'âge de 35 ans, vous êtes partie à Paris, où vous avez mené votre carrière littéraire et votre carrière journalistique à RFI, France Culture, RFO. Et votre œuvre littéraire que vous avez rédigée à moitié à l'étranger a reçu plusieurs distinctions, notamment la grande médaille de la francophonie de l'Académie française, qui vous a été décernée en 2012. Votre dernier roman en bateau manga, Le silence et la douleur, était finaliste du prix Ivoire en 2022 et il est actuellement en lice pour le prix Orange du livre en Afrique qui sera décerné en mai prochain. Et vous êtes vous-même responsable du prix RFI Témoin du monde. Donc, après cette brillante carrière à l'étranger, vous avez décidé en 2007 de revenir à Madagascar où vous résidez actuellement. Et donc vous avez continué votre carrière littéraire, vous avez continué à écrire et à publier, mais vous avez aussi, vous êtes engagé dans des actions en faveur du livre et de la démocratisation de la lecture. Nous allons en parler, mais pour ma première question, j'aimerais vous demander quand est-ce et comment vous avez commencé à écrire. C'est une bonne question, merci de l'avoir posée. J'ai envie de vous répondre par une blague. Je suis comme Obélix, je suis née dedans. Ma mère était bibliothécaire, mon père était journaliste, ma grand-mère écrivait des pièces de théâtre, mon arrière-grand-père fut un des premiers poètes malgaches, évangélistes qui a écrit des cantiques. Donc je suis quasiment née dedans. Et je crois que c'est extrêmement important de dire que quand on devient écrivain, l'environnement dans lequel on vit est extrêmement important. Et ces jours-ci, ces temps-ci, à Madagascar, il y a tout un travail qui est fait au niveau des bibliothèques. Il y a de plus en plus de bibliothèques qui sont ouvertes. Il y a de plus en plus d'associations qui s'occupent de livres, des gens qui sont enclavés à la campagne. Et les lignes bougent. Et j'avoue que c'est un bonheur de voir ça. Pour être écrivain, il faut être en contact avec les livres très jeunes. Et vous fréquentiez beaucoup la Bibliothèque nationale de Madagascar? Écoutez, je réponds toujours par une blague. J'avais 3 ans, je crois, quand le conservateur de la bibliothèque m'a vu dormir dans les rayons. Il s'appelait Eugène Jéglé. Eugène Jéglé. Et c'est vraiment un souvenir, c'est marrant d'ailleurs parce que j'ai ce souvenir comme j'ai aussi le souvenir d'une petite fille qui dormait sur les livres à la maison en attendant sa maman qui était employée à la Bibliothèque nationale. D'accord. Et donc vous avez votre vie, si on peut la résumer, vous m'avez dit, vous pouvez la résumer en 3 périodes. Oui. C'est-à-dire vous aviez la période où vous avez vécu à Madagascar avant l'âge de 35 ans et puis votre départ à Paris, en France, et puis à travers le monde, vous avez beaucoup voyagé. Et ensuite, votre retour à Madagascar à partir de 2007. Quel est votre regard sur ce parcours, donc ces 3 périodes de votre vie? En fait, mon regard, c'est vraiment... Il y a un fil conducteur qui est la littérature. C'est une passion. J'ai dit au début que je suis comme Obélix, je suis née dedans. Et c'est une espèce... C'est l'eau, c'est la vie dans laquelle je vis. C'est vraiment... bon, je réponds toujours par des blagues, mais quand je vais, et j'ai quand même beaucoup parcouru le monde, la première des choses que je n'oublie jamais, c'est l'ordinateur. Je pose l'ordinateur, et là, je suis chez moi. Partout où je vais, j'ai posé l'ordinateur, souvent devant une fenêtre, et là, je m'enferme et je bosse. Et je traîne toujours avec moi l'image de Madagascar. C'est... Non, je me considère comme quelqu'un, surtout pour une femme noire, soyons clairs, comme quelqu'un d'extrêmement privilégié,
qui a pu avoir cette vie-là. Et je remercie le Créateur de m'avoir donné cette possibilité-là. Parce que vous m'aviez parlé effectivement de cette vie insulaire quand on vit sur une île comme Madagascar et qu'en fait on aspire à faire une carrière dans la littérature. Et donc votre rêve quand vous étiez jeune femme, avant de partir, c'était l'ailleurs, c'est de partir ailleurs. Oui, mon rêve enfant, c'était de trouver des livres. Parce que quand on est enfant à Madagascar, cette île, cette grande île au bout du monde, on ne pense jamais qu'on puisse partir un jour. Et puis après, petit à petit, les études faisant, la vie faisant, il y a eu cette possibilité qui s'est ouverte de pouvoir partir. Et ça a été le rêve. Mais je n'ai quelque part dans ma tête, je n'ai jamais quitté Madagascar. Je n'écris que sur Madagascar. Que sur Madagascar. On va y venir effectivement dans votre œuvre, mais j'aimerais quand vous parliez aussi de votre engagement, de votre action à Madagascar depuis que vous êtes rentrée, parce que consciente de l'importance du livre et de la lecture, vous avez mené plusieurs actions pour démocratiser la lecture, notamment l'opération Bokiko et l'opération Mamakté. Alors Bokiko, ça veut dire mon livre, et Mamakté, ça veut dire à peu près lire, déchiffrer les mots, casser le mystère des mots. Oui, et ces opérations Bokiko et Mamakté sont des choses qui sont très belles. Je dis très belles parce qu'on va dans des zones enclavées, des zones où les enfants ne savent pas ce qu'est un livre. Et puis je suis entourée par des jeunes. D'ailleurs, ils ont repris le flambeau. Moi, maintenant, je donne des conseils, l'âge aidant, etc. Je donne des conseils, je les aide par mon carnet d'adresses. C'est aussi ça. Sûr. Et par votre présence. Et par ma présence, mais je les vois qui sont en train de prendre leur envol. Et c'est très beau parce que il y a une espèce de connexion entre ces jeunes qui ont eu la chance d'être lettrés, d'aller à l'école. Ils ont des métiers fabuleux, ils sont cinéastes, ils sont réalisateurs, ils sont écrivains, ils sont professeurs, et qui vont dans les campagnes face à des enfants complètement démunis. Et c'est important l'écriture, c'est important le livre, parce que ça donne à tout le monde, à ceux qui ont accès, la possibilité d'aller au-delà. De ne plus être enfermé dans un carcan. Et ça, vraiment, merci aux jeunes qui ont repris le flambeau. C'est l'ouverture sur le monde, à travers le livre, à travers l'imagination, même si on est sur une petite île, mais avec les livres, on accède au monde entier. Absolument. Vous avez aussi, ce qui vous tient à cœur depuis votre retour à Madagascar, c'est l'écriture en malgache ou la traduction des livres, notamment de vos livres, peut-être en malgache, parce que la plupart de la population parle malgache. C'est extrêmement important d'avoir des livres, parce que c'est quand même un pays extrêmement pauvre. Bon, je vais pas rentrer dans les raisons pour lesquelles ce pays est pauvre, mais ils sont pauvres. Et les gens n'ont pas la possibilité d'acheter des livres, c'est trop cher pour eux. Ou alors, il faut arriver à trouver un système économique et un système d'édition où le livre ne coûte pas plus de 1 euro. Et encore, c'est déjà cher. Donc, il y a toute une réflexion qui est faite, mais vraiment qui est faite, mais de plus en plus profondément, à comment faire pour avoir des livres pas chers. Et donc, on en est à l'idée de tapuscrits et comment faire pour pouvoir les diffuser. On va parler de votre actualité littéraire, de votre œuvre. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans votre œuvre, vous parlez exclusivement de Madagascar, que ce soit avant le départ, vous étiez à l'étranger ou après votre départ à Madagascar. Donc votre thème c'est Madagascar et votre dernière œuvre, En bateau manga, Le silence et la douleur. Vous mettez en scène, comme dans la plupart de vos œuvres, des marginaux, des sans-voix, des laissés pour compte, et vous choisissez un regard d'en bas pour nous parler de cette grande histoire, la conquête coloniale de Madagascar en 1994. Pourquoi ce choix ? Cette histoire-là est une histoire occultée. J'ai mis 10 ans pour écrire, 7 ans de recherche et 3 ans d'écriture. Mais parce qu'il fallait approcher le plus de la réalité. Et l'histoire s'est imposée à moi
en disant il est hors de question d'accepter l'occultation. Et j'ai travaillé, j'ai trouvé des manuscrits, il n'y a plus de témoins, c'est il y a très longtemps, mais ma grand-mère était témoin, mon arrière-grand-mère était témoin, a vu cette période. Et petit à petit, les souvenirs sont revenus, ils ont été étayés par les recherches, et quelque part, une musique est venue dans ma tête. C'est une musique entre le français et le malgache. Et c'est ça qui est le plus important. Je suis sortie de ce livre extrêmement tranquille, extrêmement sereine. J'ai dépassé la colère et la rage. C'est l'apaisement. C'est l'apaisement. Nous avons fait votre devoir de mémoire. J'ai fait mon devoir en rappelant de cette mémoire, histoire-là. ouais. Donc, dans un livre qui est disponible en Bateau Manga, donc le dernier, qui est en lice pour le prix Orange en Afrique. Donc, je vous le conseille, c'est un très beau livre qui nous plonge dans un moment crucial de l'histoire de Madagascar, la conquête de Madagascar par la France et l'annexion à l'empire colonial français. Merci beaucoup, Michel Rakotessan, pour votre disponibilité et pour votre œuvre. Merci à vous pour votre écoute. Et moi, je voudrais remercier l'Académie du Royaume du Maroc qui m'a invitée. C'est un honneur et un grand bonheur. Merci. Merci à Michel tous. Rakotessan. Merci beaucoup.